troisième et dernier sujet de cette émission, la radiation électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, bien sûr, rejette les requêtes des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Pour en parler, trois consultants, Eric Bayala, Michel Beta et Eric Dou. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Alors, M. Lamoussa Dienko, quelles sont les raisons exactes de votre départ de la CAP Côte d'Ivoire? Certains y voient un jeu d'intérêt. Non, il n'y a pas de jeu d'intérêt. Le Renouveau démocratique est un parti constant. Nous sommes venus sur la plate politique pour un changement réel. Et nous sommes nés depuis 2006, nous sommes en politique. Et les raisons sont très simples. Il faudrait qu'on fasse la politique différemment. Et depuis près de 65 ans, 5 différents gouvernements, nous sommes habitués au même genre de politique. Et c'est cette politique que nous sommes venus pour pouvoir essayer de changer. C'est pourquoi vous voyez, nous luttons, nous essayons de rencontrer la population pour leur dire que tant que nous ne faisons pas ce changement, la Côte d'Ivoire ne va pas se développer. 5 différents gouvernements, les résultats sont là, que ce soit en économie, en éducation, en santé, en agriculture, et le chômage, etc. Nous avons été approchés par Mme Simone Gbagbo à l'époque pour nous dire qu'il faut qu'on fasse la politique autrement, c'est-à-dire les crises répétitives. Il faudrait qu'on arrive à une démocratie. Et elle a été diligentée, son vice-président, dans notre siège, nous avons échangé, et nous avons analysé que ça tombe en ligne avec le Renouveau démocratique. C'est pour cela que nous avons rejoint comment on appelle ce mouvement. Alors, ce mouvement est né, on lui a trouvé un consensus le nom de ce mouvement, et puis, bon, beaucoup de choses sont passées à l'intérieur. Notre attente n'a pas été ce qu'elle a été après quelque temps. Voilà une situation, trois événements qui sont arrivés, qui nous ont vraiment amenés à quitter le parti, le groupe. D'abord, il a fallu trouver un responsable à la tête de ce groupe. Et il y avait un candidat. Et puis après, M. Thiam a fait venir son vice-président pour nous dire qu'il était intéressé à la tête de ce groupe. Bon, M. Thiam arrive, on nous dit que voilà, il y a un intérêt. Moi, nous, au Renouveau démocratique, on a demandé qu'il y ait un vote, puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui était intéressé. On nous a dit, non, on va aller très vite, et nous étions même d'ailleurs en minorité. Et puis voilà qu'on a demandé à Mme Simone Gbagbo de rencontrer Thiam, et puis d'échanger, et puis venir nous dire comment est-ce qu'on va procéder. Bon, on revient après, et puis pas on était devant les faits accomplis, M. Thiam, il est le coordinateur, Madame est la porte-parole, et comme on appelle, Mme Boni Claverie est la porte-parole adjointe. Deux éléments qui nous ont dérangés. D'abord, porte-parole adjoint, nous avons demandé le Renouveau démocratique. C'est la même personne politique qu'on voit depuis 30-40 ans. Pourquoi ne pas élever un jeune politicien quelque part pour un nouveau visage? On était en minorité. Ensuite, M. Thiam était d'ailleurs là. Et moi, je lui ai dit, Monsieur le Président Thiam, je trouve ça quand même un peu curieux. Curieux que vous voulez diriger un pays de 30 millions d'habitants. La démocratie veut dire élection, veut dire participation, veut dire que tout est clair. Mais comment se fait-il qu'entre 15 membres fondateurs du CAP, CI, on n'arrive pas à faire une élection? Alors d'abord, on était en minorité, mais je leur ai fait comprendre que le Renouveau démocratique n'est pas satisfait de ce fait, mais que comme c'est une lutte commune, nous allons cheminer avec vous. Et c'est comme ça qu'il est devenu le président, comme on appelle le coordinateur de ce mouvement. Le deuxième élément qui a été un peu difficile, c'est que quand on allait à Yopougon, il était question, il y avait des personnes qui étaient indiquées pour échanger. Il n'était pas question que M. Thiam parle depuis la France. On arrive sur le plateau, M. Thiam intervient depuis la France, sans qu'on soit informé. Ça fait des deux. On continue à avaler. Ce qui nous a vraiment dépassé, c'est le jeudi, on apprend que M. Thiam est le front commun avec le président Laurent Gbagbo. Mais nous luttons pour la même cause. Si vous avez regardé leur plateforme, c'est presque la même chose que la CAP. C'est la même raison. Voilà, c'est la même raison qu'ils évoquent. Entre-temps, nous avons envoyé une délégation pour échanger avec le FPI. Pardon, le PPAC. Et ils étaient même au début avec nous. Ils ont fait venir un représentant, et puis après, le représentant ne venait plus. Bon, moi j'ai trouvé ça difficile. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un groupe de 29 partis politiques avec qui vous échangez, avec qui nous avons des discussions au niveau des présidents de la CAP.
Et puis prendre une décision aussi importante, ça nous Donc pour vous, les décisions sont prises de manière unilatérale, sans considération, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de petit parti politique en Côte d'Ivoire. Michel Betta. Voilà la raison. Oui, vous savez que la dynamique actuelle impose une récomposition de l'opposition. Et dans cette récomposition-là, des partis tels que le PDCI et le PPACI, qui sont les partis plus ou moins majoritaires, se distinguent, et les partis émergents se doivent de trouver une ligne. Et cette ligne-là, c'est soit s'aligner sur les partis dits majoritaires, tels que les forces majoritaires, tels que le PPACI et le Front commun, ou bien chercher à exister par eux-mêmes, c'est-à-dire choisir de marcher seul. Mais moi, je dis souvent en politique, vous savez, Monsieur le Président, en politique, la politique, ce n'est pas de la poésie. Ça impose un peu les chiffres, ça impose un rapport de force, ça impose, je veux dire, une démarcation nette. Aujourd'hui, quand vous choisissez d'être celui qui porte, je veux dire, la critique acerbe à l'opposition, est-ce que vous pensez servir la cause de l'opposition, ou bien où vous vous situez aujourd'hui? Vous êtes dans l'opposition ou bien avec le parti au pouvoir? Vous n'avez pas compris, mon frère. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit depuis le début. Oui, allez-y. Il nous faut une politique différente. Oui. Être ensemble n'est pas là le problème. Mais dans tous les pays du monde, y compris l'Europe, etc., les gens ont des alliances et ça se fait. Le problème que nous avons eu, ce n'est pas une question d'avoir un grand... Moi, en ce qui concerne grand parti, je ne vois pas qui est grand parti. Un grand parti, c'est un parti qui pense à un programme de gouvernement pour faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté. On n'a pas encore eu ça depuis 1960. Nous, les statistiques nous disent encore que nous sommes un pays pauvre après 5 différents gouvernements. Il faut qu'on fasse la politique différemment. On a accueilli M. Tidiane Thiam sans des élections. Nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de lutter pour que M. Gbagbo soit avec nous. Ce n'est pas l'alliance qui fait le problème. Le problème, c'est la manière dont le PDCI et son leader s'est pris par rapport aux autres partis. Ne minimisez pas les partis. Donc vous décidez de rompre avec eux. Maintenant, où vous vous situez aujourd'hui? Il n'y a pas de situation. Nous avons toujours, avant bien que la CAP soit formée, nous étions toujours là. Donc vous êtes seul? Oui, mais pas de problème. Pour le moment, nous avons été seuls. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Eric Baya, la question. Voilà. Oui, moi je vais poser une question, mais je voulais répondre d'abord. Non, on n'aura pas assez de temps, s'il vous plaît. On va poser les questions directement. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez dit que en ce qui concerne la présidence de la CAPSI, il y avait un candidat qui était déclaré avant que le président du PDCI n'arrive. Est-ce qu'on peut connaître le nom du président qui était déclaré? Non, mais au préalable, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Mme Simone Yves Gbagbo. C'est une dame qui croit vraiment au changement de la façon dont le pays est géré. Et elle a mis du temps, son temps, pour essayer d'organiser tout ce monde-là autour de la CAP. Mais elle était supposée être la présidente de ce groupe. Logiquement, si on voulait. À défaut, il fallait l'élection, s'il y avait 2 qui étaient intéressés. Il y a tout ça qui fait que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'avez pas compris. Le Nouveau démocrate n'est pas sorti parce que tout simplement il faut sortir d'un groupe, etc. Oui, le PDCI c'est un parti important. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est important. J'ai travaillé pour lui, j'ai travaillé même pour le gouvernement de Ouattara. Je sais à quoi nous avons affaire. Mais seulement qu'il y a des principes, il y a des règles. Si vous ne pouvez pas respecter ça, que vous soyez un grand parti politique ou un petit parti politique, ça ne marchera pas. C'est les raisons pour lesquelles rien ne marche en Côte d'Ivoire en matière de démocratie. Bien. Eric Dou. Bon, ma question avait 2 volets. Bon, allez-y rapidement sur le deuxième volet. Oui, je pense, tout à l'heure, vous avez dit que c'est à l'initiative de Mme Yves Simone que la CAP Côte d'Ivoire a eu le jour. Mais il y a eu déjà des rencontres préliminaires pour évoquer la question. Qu'est-ce qui vous a été présenté pour que cela puisse accrocher le renouveau démocratique? Parce qu'à la base, on semblerait que vous êtes venu dans une coalition dans laquelle vous ne maîtrisez rien, et qu'à la mise sur pied de ce mouvement, vous êtes senti lésé. Est-ce que vos conditions avaient été largement discutées sur les modalités et les conditions pour la mise sur pied de cette coalition? Mon ami, le Nouveau démocrate n'est pas un nouveau parti politique. Si vous êtes bien informé, nous sommes là depuis 2006. Non, je viens. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je viens, j'arrive. C'est pour vous dire que nous savons à quoi nous avons affaire en étant en CAP. Les règles, les objectifs ont été très bien déterminés. Il y a 5 grands éléments qui nous ont intéressés. Ce sont les mêmes 5 grands éléments. Il y a comme on appelle la rencontre avec le chef de l'État, le dialogue politique. Il y a la RLE,
la CEI, il y a aussi, comment on appelle, le CIE, c'est ça, il y a le dialogue politique et puis les réformes. L'ouverture aussi, qu'on puisse avoir ceux qui ont été exclus, pour qu'ils soient forcément candidats. Nous avons toujours tous été pour ça. Il n'y a rien de génie dans ça. Ce sont les 5 éléments, et c'est les mêmes 5 éléments que M. Laurent Gbagbo et le PDCI sont en train de défendre. Mais en quoi ce rapprochement avec le PPACI vous gênerait? Pardon? En quoi ce rapprochement avec le PPACI vous gênerait? Mon ami, c'est la manière dont ça s'est passé. Quand vous êtes ensemble en tant que groupe, et qu'il y a 24 politiques qui vous ont donné sa confiance, il vous appartient impérativement de changer avec eux. Si le rapprochement devait avoir lieu, on devrait être informé. Bien. Ce n'est pas le rapprochement en lui-même, c'est la manière aussi du rapprochement. Entre autres, ce que vous oubliez, à la CAP, il nous avait été dit de ne pas présenter de collaborateurs à la Commission électorale indépendante. M. Tidiane Thiam est le coordinateur de la CAP. C'était le mot d'ordre. Est-ce que vous savez qu'ils ont présenté quelqu'un à la commission comme le PPACI? Vous êtes dans une organisation, vous décidez de ne pas envoyer de collaborateurs, et puis subitement vous êtes quelque part d'autre, vous envoyez des collaborateurs. Mais vous pénalisez ce groupe. Bien. Éric Dou. Monsieur le Président, vous avez cité les raisons qui ont expliqué la création de cette coalition CAP Côte d'Ivoire. Je voulais vous demander, est-ce que dans les textes qui formalisent justement la Convention, est-ce qu'on avait une clause d'exclusivité, notamment en termes d'alliance, et surtout par rapport au poste électif que vous avez cité? Non, il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire que les alliances peuvent se faire. Il n'y a rien dans les textes qui disent que vous ne pouvez pas vous associer à quelqu'un. Mais par exemple, si le PDCI s'était allié au PPACI pour parler de cherté de la vie, pour parler d'autres, c'était différent. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de combattre la même chose qu'ils font. Et on n'a pas été informé. Je continue de vous dire qu'on n'a pas été informé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, à la tête d'une organisation, prendre une décision aussi importante sans informer vos collaborateurs. Ça ne se fait pas en politique. Ce n'est pas possible. Si on est habitué à ça, le nouveau démocratique ne peut pas avaler ça. Et vous ne pensez pas que le bénéfice, justement, de cette nouvelle coalition ne surpasse pas les frustrations que vous pourriez avoir de ne pas avoir été associé? Pas du tout. Nous ne sommes pas venus pour ce genre de politique. Nous ne sommes pas venus pour ce genre de politique, et parce que nous nous sommes rendus compte effectivement que c'est ce genre de politique qui fait que depuis 65 ans, le pays est là où il est. On ne peut pas démocratiser ce pays à cause de ces pratiques. Il faut qu'on arrive à démocratiser la Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas d'une orientation économique, on ne change pas le modèle économique dans lequel nous vivons depuis 1960, et que nous avons aussi le problème de démocratie, ce pays ne va jamais se développer. Il aura toujours des acquis. Nous avons toujours des acquis. Ce président Ouattara a beaucoup de travail, nous avons des acquis. C'est insuffisant à cause de ces manquements. Pas de démocratie, le modèle économique nous embête. Et regardez bien un peu comment l'Europe s'est développée. Quand vous en permettez à un individu de réfléchir, d'être libre, de partir et venir, il crée. La richesse se crée quand l'être humain se sent libre. Mais cette pratique ne nous mènera nulle part. C'est ce qui nous a mené à sortir. Nous ne sommes pas intéressés, depuis le début nous avons dit, ce n'est pas les postes ministériels, les postes de DG qui nous intéressent. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour réellement changer cette Côte d'Ivoire? Si on ne peut pas, moi ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le niveau démocratique. Bien. On va continuer à lutter jusqu'à ce qu'on y arrive à un État démocratique. Michel Bétan. Le renouveau démocratique, vous avez dit, ça fait 2006, c'est ça. 2025, ça fait près de 20 ans. Et c'est vous seul le président depuis, hein? C'est ça? C'est ça. Alors, vous n'avez jamais été confronté à un candidat au cours de vos congrès et autres? Non, puisque nous n'avons pas, nous ne sommes pas présentés aucune. Il n'y a pas eu de congrès dans votre marche, il y a le congrès du renouveau. Nous n'avons pas eu, Julien, nous n'avons pas eu dans notre parti politique le désir de nous présenter aux élections présidentielles. Non, non, je parle aussi du parti. Non, on n'a pas eu. Nous avons eu des congrès, mais personne ne, comme je l'ai dit, c'était un parti politique qui avait été démarré, où l'objectif était de faire grandir le parti politique, était de pouvoir nous permettre de pouvoir essayer d'affronter les problèmes que connaissait la Côte d'Ivoire. Et donc, quand on a commencé en 2006-2007, nous étions en pleine crise. Et pendant la crise, nous avons essayé d'aller à Ouagadougou sur le plan fort du parti, rencontrer les autorités du Burkina Faso, et où nous avons échangé, comme on appelle, le ministre Bassolé, pour lui permettre de s'impliquer dans cette histoire de paix en Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu la paix depuis qu'on a commencé en 2006. 2010-2011, il y a une crise. Nous nous sommes retirés et nous avons repris récemment nos activités. Donc, 20 ans de présence sur le terrain, vous êtes le premier président du parti, le seul président du parti. Très bien. Merci, okay. Michel Bétan. Alors, Éric Baya, la question.
Oui, non, en fait, la question que je voulais poser à M. le Président, est-ce que pensez-vous que le fait de sortir de la CAP Côte d'Ivoire pourrait faire un cas école? Parce que vous dites que vous êtes 29 membres. Est-ce que pensez-vous que certaines formations politiques vont vous suivre? Non, mais nous ne pensons pas pour eux. Nous, notre objectif au renouveau démocratique, c'est que nous voulons lutter pour que la Côte d'Ivoire soit réellement démocratique. Tout ce qui porte frein à la démocratie, nous allons nous faire entendre. Mais nous ne sommes pas là pour conseiller aux autres partis politiques ce qu'il faut faire. C'est un bon mouvement, il y a des intellectuels, il y a des personnes de bonne volonté qui sont à l'interne, mais ça, ces décisions reviennent à chaque parti politique de décider d'y rester ou de partir. Aujourd'hui, quelle critique vous formulez contre le pouvoir en place, le pouvoir RADP? Non, mais d'abord, numéro 1, la Côte d'Ivoire est dans un modèle économique qui n'existe pas. Ça ne s'étudie pas à l'université. Nous avons un économiste à la tête. Pardon? Nous avons un économiste à la tête du pays. Oui, mais nous sommes en train de parler vous êtes en train de dire que le libéralisme économique n'existe pas. Je viens. Je vais vous dire pourquoi le modèle n'existe pas. Depuis 1959, d'ailleurs, j'ai appris ça à l'université en 1986, que le père fondateur Houphouët-Boigny a signé les 11 accords. Dans les 11 accords, l'accord 1, 2, je crois que c'est l'accord 2 qui est le plus difficile. On demandait aux 14 pays africains de déposer leur avoir au compte d'opération de la Banque de France. Pendant tout ce temps, c'est ce qu'on a fait. 70% de ce que nous gagnions restait à la Banque de France. Je dis 70% parce que c'était, jusqu'en 1973, c'était 100%, après c'est devenu 105% et 50%. Ça n'existe pas à l'université, la mise sur tutelle d'une monnaie. Aucune université au monde ne peut vous enseigner ça. Il n'y a aucun texte sur ça. Mais comment se fait-il que depuis 60, nous l'appliquons? C'est pour cela que nous avons des difficultés. Et nous continuons toujours à orienter notre économie sur du café, cacao, l'EVA. Aucun pays au monde aujourd'hui n'est développé avec l'agriculture. 0,8% de l'économie américaine est dans l'agriculture. Si vous ajoutez l'agroalimentaire, vous avez 5%. L'Europe, c'est 5%. Vous ne pouvez pas développer un pays à l'agriculture. Les revenus sont maigres. Le café cacao se vend dans le monde, la Côte d'Ivoire, la moitié, et le Nigeria, pardon, le Ghana, produisent la moitié du cacao au monde. Mais sur un marché de 123 milliards de dollars, si on reprend les statistiques de 2022-2023, les deux pays n'ont que 6% seulement de revenus. C'est absurde. Et comme l'État ne reçoit pas beaucoup d'argent, l'État a toujours un déficit budgétaire. Donc l'État est obligé d'aller prendre des prêts à la Banque mondiale, le Fonds monétaire, et pendant que les fonds que la France a mobilisés se trouvent encore à la Banque de France. Et quand le chef de l'État revient, ils font 3 choses qui n'ont pas changé. École, route, dispensaire. Depuis au fouet jusqu'à nos jours. Mais vous ne pouvez pas développer un pays comme ça. Où se trouve l'industrialisation? Où se trouve la diversification? Où est le système bancaire? Nous avons une économie de subsistance. Je dis subsistance, pourquoi? On vend café, cacao. Mais vous parlez d'un économiste de renom, hein. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Un économiste de renom que la Banque mondiale reconnaît comme étant quelqu'un qui a développé l'économie de certains pays. Faites beaucoup attention. Mais vous voulez nous dire que vraiment... L'économie, c'est pas comme ça. L'économie, c'est pas comme ça. Donc il n'est pas à la hauteur, apparemment. Non, l'économie, c'est pas une science exacte. C'est une science spéculative. Et je vais vous apprendre que les gens qui sont aujourd'hui économistes, qui sont communistes, on a fait les mêmes études. Ça dépend de quel domaine qui vous a influencé. Dans l'économie, le président même le sait, il est économiste. Les économistes ne sont pas toujours d'accord sur les modèles. Si le modèle était aussi parfait que ça, les États-Unis n'allaient jamais avoir des déficits budgétaires, ils n'allaient jamais avoir de problèmes économiques. Donc l'économie, ne prenez pas l'économie comme étant une science exacte. Elle est spéculative, mon ami. Bien. Voilà. Éric Do, vous avez une question pour terminer? J'allais simplement dire que nous sommes dans à 4 mois de l'élection. Est-ce que vous continuerez quand même, si vous êtes appelé par le PDCI ou la CAP Côte d'Ivoire, à participer à des activités dans le cadre de cette élection? Nous ne sommes pas fermés. Ce n'est pas que le fait de sortir de ce groupe ne veut pas dire que nous sommes fermés, non. Nous observons. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on fasse la politique autrement. Qu'il y ait un respect, qu'on se dit réellement qu'on doit orienter la Côte d'Ivoire vers une vraie démocratie, parce que ça n'a pas encore existé jusqu'à nos jours. Il y a des freins à la démocratie. Et tant qu'on n'arrive pas à démocratiser ce pays, on aura toujours des difficultés. Les clashs sont dus à ça. C'est-à-dire qu'on a créé une société de privilégiés. Tout le monde veut être au gouvernement. C'est parce qu'on est au gouvernement, c'est là qu'on s'en sort. Le bien-être vient de là. Et quand les gens rentrent au gouvernement, ils passent toute leur vie politique pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et ceux qu'on a éjectés veulent venir à tout prix. Vous allez inévitablement avoir des clashs chaque 5 ans. Alors que si on changeait l'orientation économique, qu'on arrivait à élever le niveau de vie de tous les habitants,
vous allez voir que ces problèmes vont disparaître. C'est ce qui se passe ailleurs au monde, dans les pays développés. Bien, merci à vous, M. Lamoussa Dianko. Je rappelle que vous êtes le président du Renouveau démocratique. Merci d'être passé sur ce plateau. 20 ans. Le rayonnement de la Côte d'Ivoire, également candidat à la présidentielle ivoirienne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Merci Avec vous, nous parlerons du parrainage citoyen et de la caution de 50 millions de francs CFA à la présidentielle ivoirienne. Alors, vous êtes candidat. Quelles difficultés voyez-vous à travers le parrainage citoyen? Alors, il faut d'abord dire que le parrainage citoyen, d'abord, tel que ça a été pris, c'est par ordonnance. C'est-à-dire que c'est de façon unilatérale. Nous n'étions pas au dialogue politique parce que nous venions de naître. Le même jour, notre récépissé, c'est le même jour où le dialogue avait été fait. En quelle année, si possible? En 2022. Donc, nous avons notre récépissé le 3 février 2022 et on a réceptionné en mars 2022 où le dialogue politique prenait fin. Donc, nous n'avons pas eu notre mot à dire. Alors, mais il se trouve que ceux qui ont participé au dialogue politique nous ont fait savoir que l'ordonnance portant parrainage citoyen a été pris par ordonnance. Et on a même constaté que c'est par ordonnance. Donc, ça a été pris de façon unilatérale par le chef de l'État. Donc, on n'a pas eu de consultation sur la question pour voir les difficultés que pouvaient rencontrer et les citoyens, parce qu'il y a des candidats indépendants, et les partis politiques, surtout les partis politiques émergents. Mais quelles sont ces difficultés-là? Cette difficulté, c'est que... Avoir 1% d'un électorat? Effectivement. Avoir 1% de l'électorat local dans au moins 50% des 31 régions et des 2 districts autonomes. Apparemment, ça paraît simple. Ça paraît simple, mais lorsque on est un jeune parti, comme nous par exemple, ou qu'on est un candidat indépendant, et que nous sommes dans la phase d'implantation de notre parti politique, vous voyez que c'est très difficile pour quelqu'un qui veut véritablement, qui a des idées pour la Côte d'Ivoire, qui a des ambitions pour la Côte d'Ivoire, qui entend donner pratiquement sa part de vision à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, pour le mieux-être des populations. Tout de suite, il se sent freiné dans cet élan parce que le parrainage citoyen, c'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est vrai qu'il va choisir 17 régions, mais ce n'est pas donné à celui qui est indépendant ou à celui qui est un jeune parti politique. Mais ça permet d'éviter les candidatures fantaisistes. Oui, vous savez, dans une république, il n'y a pas de gens qui font la fantaisie, ni des gens farfelus. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un royaume. Nous ne sommes pas dans une dynastie. Nous sommes dans une république, la Respublica, la chose publique. Donc ça veut dire que quelque part, nous devons faire en sorte, au lieu d'éliminer des gens, au lieu de dire que c'est des candidatures farfelues, des candidatures fantaisistes, il aurait mieux valu qu'on permette à chacun d'aller se frotter aux réalités de la présidentielle. Si moi je vais et qu'on ne me vote pas, je connaîtrai mes carences. Je saurai que comme je ne suis pas représentatif, ou comme je n'ai pas pu véritablement convaincre mon électorat, je n'ai pas pu accéder naturellement à la magistrature suprême. Bien, donc il faut ouvrir donc, le jeu. Donc il ne faut pas éliminer quelqu'un avant, c'est-à-dire avant la course. Merci. En fait, c'est ça. Éric Dorou, quelle est votre lecture du parrainage citoyen en Côte d'Ivoire? Je voudrais faire une petite généralité d'abord. Je pense qu'une grande partie des accords que nous avons en politique naissent d'abord sur des divergences sémantiques. Là, je vais en parler de trois principales divergences. La première, c'est sur l'indépendance. On est censé avoir une commission indépendante. À plusieurs reprises, nous avons cru voir justement que cette commission n'était pas indépendante. Si vous prenez par exemple, et j'invite les Ivoiriens à le faire, si vous prenez la version numérique, ce sera beaucoup plus facile, du code électoral et que vous faites une recherche sur cette expression définie par décret du Conseil des ministres sur proposition de la CEI. Vous allez le trouver beaucoup plus de 20 fois, entre 20 et 25 fois. Ça montre très clairement que la CEI n'a pas les mains libres. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on va parler de la République. Monsieur l'a très bien dit, la République, dans sa définition la plus basique, c'est l'égalité entre les citoyens. Elle est consacrée par nos constitutions, on l'écrit, mais on ne l'applique pas.
Autre chose, nous avons le vote, le suffrage. Dans le code électoral, c'est bien écrit, le suffrage est universel, libre, égal et secret. Mais quand on regarde la question du cautionnement, ça fait un accroc à l'universalité du suffrage. Quand on prend le parrainage, ça fait un accroc au secret du suffrage. Donc tout ça mis ensemble démontre bien que nous avons fait des choix idéologiques que nous avons mis dans des textes, mais que nous ne respectons pas. Et je voulais faire juste un rappel. En juin 2024, le président de la CEI, M. Kuibia Koulibaly, sur le plateau d'une chaîne concurrente, interrogé par le politologue Geoffroy Julien Kwao, a sorti une contre-vérité terrible, puisqu'il était justement interrogé sur le cautionnement. Et il disait, au Brésil, il y a un cautionnement. Les gens payent. En fait, vous pouvez aller vérifier très simplement sur la CEI locale au Brésil, il n'y a pas de cautionnement. La France, 5e ou 6e puissance mondiale, qui est peut-être 10 ou 100 fois plus grosse que la Côte d'Ivoire, où il y a des intérêts encore plus grands à travers le monde, il n'y a pas de cautionnement. Les deux seules conditions, c'est avoir plus de 18 ans et être inscrit sur la liste électorale. Même le Vatican, pour être pape, le Vatican quand même règne sur plus d'1,4 milliard de catholiques, il n'y a pas de cautionnement. Il faut juste avoir 18 ans et être baptisé. Donc quand on observe tout ça, on comprend que nous avons notre pays qui a choisi une voie qui n'est pas celle de la République. C'est une autre voie. Mais là où c'est plus gênant, c'est qu'en fait, c'est fait à dessein. Et en cela, je veux porter l'accusation sur le parti pouvoir et les grands partis. Parce qu'en réalité, voilà où tout le nœud se fait. Et monsieur doit pouvoir en témoigner. Le parti au pouvoir met des barrières, comme le parrainage, le cautionnement et d'autres choses, que les grands partis valident. Parce qu'ils se disent qu'ils ont la possibilité de passer ces obstacles. Mais ces obstacles-là bloquent l'avènement sur la scène politique des petits partis, des nouveaux partis, monsieur l'a dit encore, et ça crée justement cette gérontocratie qu'on voit et cette sclérose de notre système politique autour de grands partis qui font la pluie et le beau temps. Bien, Eric Baala, 2 minutes 30 aussi. Oui, ce que je voudrais dire en ce qui concerne le cautionnement et le parrainage, ici, on parle donc de politique, nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto, où bon, qui vient, qui veut et en ressort comme il le peut. Regardez même ce qu'on appelle les partis politiques. Le PDCI-RDA, c'est depuis 1946 que le PDCI a été créé et a géré le pouvoir d'État. Vous prenez le FPI créé en 88, ils ont pris le pouvoir 12 ans après. Vous prenez le RDR, en 94, c'est en 2010 ils sont accédés, c'est-à-dire 14 ans après. Et donc, il n'y a pas de génération spontanée. Tous les partis politiques qui veulent accéder à la gestion du pouvoir d'État ont l'obligation de faire les humanités auprès de la population. Voilà. Et donc, on ne peut pas jaillir ex nihilo. Lui-même, tout à l'heure, monsieur le président disait qu'ils sont sortis, en fait, ils ont été créés en 2022, en février 2022, ils viennent d'avoir leur récépissé. Ils n'ont même pas encore fini l'implantation de leur parti. Mais vous n'avez pas encore fini de vous implanter, que vous avez déjà des ambitions pour diriger la Côte d'Ivoire. Mais allez-y d'abord à la rencontre du peuple. Il vous faut vous bâtir une notoriété avec le peuple pour lequel vous voulez accéder au pouvoir. Mais vous n'avez même pas fini d'avoir une équation personnelle avec ce peuple et que déjà vous avez des ambitions nationales. Mais aucune élection dans le monde n'est inclusive. Aucun processus électoral dans le monde n'est inclusif. Oui, parce que partout, quand il y a des règles, les règles sont faites pour un certain nombre de personnes qui respectent ces règles. Partout. Même quand vous allez à l'école, par exemple, pour élire, par exemple, le chef de classe, on dit, bon, que sont les élèves qui veulent être comme chef de classe? Tout le monde se lève, on dit, non, monsieur, lui, il n'est pas bien fourré, lui, il n'a pas l'habitude de faire comme ça, comme ça. Forcément, partout. Même dans les villages, pour être chef de village, il y a des règles. Mais pourquoi vous voulez qu'à la tête d'une république, il n'y ait pas de règles? En ce qui concerne le cautionnement, ça n'a pas été mis en place par le pouvoir RHDP. Demandez au président Laurent Gbagbo, il sait combien de fois il a été confronté au paiement du cautionnement. Mais est-ce que c'était 50 millions Justement, il vous reste 30 secondes pour terminer, allez-y. Au moment où c'était plafonné, je ne sais pas, à 20 millions de francs mais CFA. Quel était le budget de la Côte d'Ivoire? Quel était le budget de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 milliards. Nous sommes dans une dynamique évolutive de notre politique et de notre économie. Donc, il faut contextualiser
la situation politique. Merci Eric Bayala. Et donc, quand on n'en a pas les Michel mesures, Beda, il ne faudrait pas que... vous, quelle est votre lecture de cette situation, cautionnement et parrainage citoyen? Oui, moi, je regarde un problème technique qui s'est mué aujourd'hui en problème politique. Parce qu'il faut le dire, moi, je suis pour que les projets politiques soient des projets de vie. Hein, si tu veux être président, ça doit être un projet de vie. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un projet spontané. Depuis que tu vis, tu dois dire, ben, je marche comme ça parce que je veux être président. Même depuis le collège, tu dois avoir ce genre d'ambition-là. Hein. Faut les nourrir. Il faut les nourrir et il faut travailler à cela. Donc, je suis pour qu'on ait des barrières à certains niveaux pour éviter certaines candidatures fantaisistes. Mais ce à quoi on assiste malheureusement par le fait du parti au pouvoir, c'est que ces mesures qui devaient être des problèmes techniques ont viré en problèmes politiques. Je vais m'expliquer. Certains des candidats dits indépendants ont fait le tour de certaines régions pour avoir des parrainages. Mais dans certaines régions, on leur dit non, on ne peut pas vous accorder notre parrainage parce que certains sont menacés. Voyez-vous, c'est pas toujours je suis là pour dire que, en fait, notre paysage politique a été mal instrumentalisé, mais je dirais, par le pouvoir en place. Au point que même ce qu'on faisait pour la bonne marche de notre système politique, c'est mué en pression, en chantage, en manigance politique. Et on est arrivé à un système où on ne fait même plus confiance à nos institutions. Les hommes ont peur, les hommes sont martyrisés. Et voyez, quand on arrive à cela, c'est normal qu'aujourd'hui, d'aucuns se plaignent de ce que le parrainage citoyen pose des problèmes. Et il faut analyser comme l'a dit mon co-débatteur, il faut contextualiser. Aujourd'hui, le contexte fait que le parrainage citoyen pose problème et il faut analyser ça. Bien. Voilà, il pose problème en ce sens que des gens sont menacés, ils l'ont dit, des personnes sont menacées parce qu'elles veulent accorder leur soutien à certaines personnes. Et c'est dans les régions à forte dominance du parti au pouvoir, RHDP. Les gens l'ont dit en parlant de Minignan, où ils sont partis pour faire pour solliciter le parrainage citoyen de certaines personnes dans le nord du pays. Donc, quand on a rendu le paysage politique aussi, je ne sais même plus comment traduire mes mots, mais je dis, on l'a rendu si délétère, il faut en assumer les conséquences. Et une de ces conséquences, c'est sur le parrainage citoyen. Maintenant, j'en arrive à la caution. Vous savez... En 30 secondes. Oui, la caution, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que pour quelqu'un qui veut briguer la magistrature suprême, mobiliser 50 millions, hein, ce n'est pas de la mer à boire. Pourquoi je dis que ce n'est pas de la mer à boire? Parce que la campagne, déjà, nécessite assez de moyens. Voilà, parce qu'il faut avoir des représentants dans certains bureaux de vote pour être sûr que son vote sera protégé. Et tout cela, ça veut dire que tu peux vraiment mobiliser ces ressources-là, parce qu'après, il te faudra faire la campagne. Mais là où ça pose problème, c'est que ça, comme on l'a dit, ça fait en sorte que certains sont de premier abord écartés. On pourrait voir le mécanisme. Je ne suis pas contre certains arrangements politiques pour voir comment réduire ça et permettre au maximum de personnes qui le désirent être candidat. Mais je veux que chacun comprenne que être président, c'est un projet de vie, ce n'est pas un projet spontané. Bien. Quel est votre appel au gouvernement et à la Commission électorale indépendante? À quel sujet? Sur le cautionnement à la présidentielle et puis le parrainage citoyen. Alors, le cautionnement, comme l'a dit le confrère Beta. Vous partagez finalement les mêmes avis? Oui, je partage son avis, effectivement, on parle de réduire. On ne parle pas de supprimer la caution. On parle de réduction de la caution. Je pense que c'est bien et le parrainage? Non, je parle de la caution d'abord, puis je vais le parrainage tout à l'heure. Alors, la caution, il faut la réduire. Je prends pour exemple simplement que pour être maire, c'est 10 000, la caution. C'est-à-dire, sur une liste, chacun paye 10 000. Pour être député, c'est 100 000. Le titulaire paye, mais le suppléant ne paye pas. Donc, c'est 100 000. Donc, quand même, c'est quelque chose de symbolique. On pourrait même mettre un franc symbolique. Mais vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire. J'arrive. Vous proposez combien? La Côte d'Ivoire est un pays essentiel, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. Salut, ô terre d'espérance. En tant que terre d'espérance, nous devons faire certaines exceptions. Et ces exceptions ne veulent pas dire de faire de la gratuité, mais des choses qui pourraient permettre à chacun de pouvoir candidater, de pouvoir compétir, avoir une saine émulation. Mais quelle est votre proposition, vous? Ma proposition,
se situe entre 1 et 5 millions. Bien. Alors, dernière question pour terminer. En 30 secondes, quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire? Ma vision de la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire rayonnante, unie et prospère. Une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, où chacun peut parcourir le nord, le sud, l'est et l'ouest, et le centre. Une Côte d'Ivoire où chacun est frère. Comme autrefois, on pouvait voir les voisins, les pères de famille manger ensemble, où on pouvait voir les enfants manger ensemble, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur bord politique et quelle que soit leur obédience sectaire ou religieuse. C'est cette Côte d'Ivoire de paix que nous voulons notamment donner aux Ivoiriens. Merci à vous, Désiré Kwame Nguessan, président de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi candidat à la présidentielle. Merci d'être passé. On vous attend encore sur ce même plateau pour d'autres sujets d'actualité. Et nous serons rejoints maintenant dans quelques instants pour le troisième sujet de cette émission. Il s'agit bien sûr de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a rejeté la requête des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Pour débattre de ce sujet, nous avons un autre consultant qui nous rejoint en plateau, Cédric Koné. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes juriste. Voilà. Tout à fait. Alors, il s'agit bien sûr de la requête de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, une requête qui a été rejetée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ce jour. Voilà. Elle aussi déclarée irrecevable la requête de Guillaume Soro. Comment vous réagissez suite à cette décision? Alors, il n'y a pas de réaction particulière à avoir. C'est dit que c'est une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut l'analyser dans le fond et dans la forme. Et comment vous l'analysez? Alors, on peut dire que dans le fond et dans la forme, la Cour africaine des droits de l'homme a renvoyé l'État de Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo dos à dos. Parce qu'on a l'impression que cette décision-là ruinerait les projets et les espoirs du président Laurent Gbagbo alors qu'il n'en est rien. Cette décision-là vient du fait que l'État de Côte d'Ivoire ne s'est pas rendu devant la Cour africaine des droits de l'homme pour exprimer sa position sur la requête du président Laurent Gbagbo. Pour ce qui est du cas Soro Guillaume, la Cour africaine nous apprend que toutes les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, donc elle n'est pas compétente pour dire le droit sur la demande de Soro Guillaume. Voici comment est-ce que j'analyse cette décision-là. Bien, que vous inspire cette décision, Michel Betta? Oui, il faut le dire, la seconde décision, parce qu'il y a déjà une première décision qui demandait que les différents personnalités soient réinscrites sur la liste électorale. Et la réponse que le pouvoir a trouvée, c'est de se retirer de la Cour, de botter en touche ces décisions-là. Vraiment, ça pose un peu notre cohérence de la gestion de notre État, la cohérence dans la décision. Parce que quand nous décidons d'appartenir à une Cour comme celle-là, c'est que nous acceptons de respecter ces décisions et non pas de botter en touche ces décisions. Et aujourd'hui, on voit que la diplomatie ivoirienne a mal à partir avec cette Cour-là. Donc, je me demandais même si elle avait pris une décision en faveur de ces personnalités, comment cette décision même allait être appliquée en Côte d'Ivoire. Parce que l'État ivoirien n'en a que. Ça s'est démontré déjà plusieurs fois par la voix du porte-parole du gouvernement. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est sans surprise que j'apprends que la Cour a rejeté cette décision. Mais je veux toujours espérer que la politique ivoirienne donne une chance qu'on analyse ces questions-là pour que notre jeu électoral soit inclusif avec des personnalités, non pas simplement par elle-même, mais par le nombre de personnes qu'elle draine après elle. On sait le poids politique du président Laurent Gbagbo, on connaît le poids politique du président Soro Guillaume, qui fut notre président de l'Assemblée nationale. On connaît aussi le poids politique de d'autres radiés, même qui ne sont pas sur la liste, notamment Tilian Diam et d'autres personnalités. Donc, c'est vrai dire que la Côte d'Ivoire traverse une période un peu difficile, critique, avec ces radiations multiples qui emmènent certains à consulter, à interpeller la communauté internationale à venir à notre chevet. Il faut que notre État, qui est dirigé encore par le président Alassane Ouattara, se penche sur ces questions-là et non pas les laisser en suspens et les laisser en botter en touche. Bien, Éric Dohou, la Cour rejette la requête du président Laurent Gbagbo ainsi que ses demandes de sursis aux décisions de radiation prononcées par le tribunal de première instance d'Abidjan. Elle déclare aussi irrecevable la requête de Guillaume Soro.
Je tiens à rappeler, comme Michel Betta l'a dit très justement, qu'en avril 2020, la Côte d'Ivoire a choisi de se retirer du protocole sur la Cour africaine des droits de l'homme, justement suite à des décisions qu'elle jugeait défavorables à son encontre. Donc c'est assez curieux aujourd'hui de voir des gens se réjouir. La décision vient à peine de tomber, mais voilà, j'ai vu suffisamment de réjouissance autour de cette décision qu'il faut lire, je pense, posément, et puis peut-être aussi avoir l'avis de personnes plus habilitées, de juristes, pour bien comprendre. Moi, j'ai eu l'impression en première lecture que la Cour africaine essayait simplement de se défausser dans une période un peu difficile de cette patate chaude qu'on lui envoyait, parce qu'effectivement, le PPACI est remuant, essaye comme il peut d'obtenir une décision favorable. Donc, pour moi, c'est juste beauté en touche. Mais voilà, moi, je me demande si finalement, après les réjouissances que j'ai vues, est-ce que la Côte d'Ivoire va pas demander à réintégrer la Cour africaine maintenant que les décisions lui sont favorables. Mais pour finir, je veux juste rappeler que nous sommes à 4 mois de cette élection cruciale. J'espère qu'on ne va pas rester enfermé dans ces débats. On a déjà fait 6 mois de jurisprudence sur la nationalité. On va faire d'autres questions juridiques encore sur ces histoires de procès, et on ne va pas arriver vraiment à ce qui est important pour les Ivoiriens, c'est débattre du bilan, vérifier vraiment si les fondations sont vraiment aussi inattaquables qu'on le dit, et puis parler des projets pour la Côte d'Ivoire pour la suite. Bien, Eric Bayala, réaction et puis les conséquences également de cette décision. Oh, ben, je l'ai toujours dit ici que je n'ai pas pour vocation de commenter les décisions de justice. Mais pour la circonstance, parce que certains pensent que c'est une décision qui nous autres nous émeut, mais que nenni. Parce qu'il y a eu un moment où on a vu que les gens avaient pour bouclier argumentatif des propos dithyrambiques à l'endroit de cette cour africaine qui faisait injonction dans une disposition provisoire d'inscrire les noms de ceux que vous connaissez sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, 5 ans après, je pense que cette décision vient nous conforter, nous autres, de ce que nous avons des institutions solides en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je me réjouis de ce que la justice de Côte d'Ivoire est une justice qui est véritablement impartiale, qui a donné une décision, laquelle décision a permis comme un fonds de base au Conseil, non seulement du président Laurent Gbagbo et du président Guillaume Soro, à l'effet de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais sur la base du contenu de ces décisions de justice, la Cour africaine vient de renvoyer à leurs dépens ces différents requérants. C'est pour dire qu'effectivement, le droit a été dit en Côte d'Ivoire, et même hors des frontières ivoiriennes, le droit et la compétence de nos institutions ont été reconnus. Et aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il s'agit de décisions politiques. Parce que cette Cour que les gens ont saisie de par son impartialité, de sa neutralité, vient de se prononcer. Et bien évidemment, on se rend compte que la décision qui a été rendue par cette Cour n'est pas loin, absolument pas du tout, des décisions qui ont été rendues par nos institutions de justice ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce qui est de la continuité ou bien de l'avenir, il faut que les gens comprennent que dans tout système, il faut que nous dépassionnons les débats et qu'on sort de cette posture de victimisation qui, à la limite, on se retrouve dans un problème, c'est-à-dire qu'on devient, si vous voulez, c'est au-delà même de la victimisation, ça devient un mélodrame à la vérité, de croire qu'on a toujours des choses qui nous sont reprochées ou bien on nous en veut parce que non. Quand on a eu à diriger la Côte d'Ivoire, et à un moment donné, on a été premier responsable de ce pays, où le PDCI a oublié la traque qu'elle a, qu'on appelle ça, engagée vis-à-vis du président Alassane Ouattara quand il était au pouvoir. Et je le dis, pour choses qu'on a, pardon, quand le PDCI était au pouvoir, sur choses qu'on appelle ça, le président Henri Konan Bédié, les dispositions que le président du PDCI avait prises à l'encontre du président. Merci. La justice ou le président. Non, on ne peut pas commenter les décisions de justice. Eric Bayala, c'est terminé pour vous. Cédric Koné, voilà, se demande aussi, est-ce que cette décision fait définitivement la voie au candidat Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Et puis, quelles sont les voies de recours, s'il y en a? Il y a des voies de recours, effectivement, qui sont des voies de recours exceptionnelles. On ne pourra pas en discuter en long et en large. Effectivement, il existe des voies de recours, des moyens pour qu'on ait une rectification sur cet arrêt qui a été rendu. Mais
Ce qui est intéressant ici, c'est ce que mon co-débatteur vient de dire. Bayala dit qu'on a des institutions qui sont solides, Bayala dit qu'on a des institutions qui sont crédibles. Je m'inscris en faux dans ce qu'il a dit. Parce qu'un chef de l'État qui a exercé le pouvoir de 2000 à 2011 comme Laurent Gbagbo, quand on veut lui reprocher des choses dans l'exercice de ses fonctions, c'est devant la haute cour de justice qu'on l'envoie. Pourquoi est-ce que je parle de la haute cour de justice? Parce que c'est cette décision-là, c'est la décision des tribunaux ivoiriens qui nous a conduits à Arusha. Et l'article 109 de la Constitution d'août 2000 dit que le président de la République n'est responsable que devant la haute cour de justice. Les ministres du gouvernement... D'août 2000. Oui, d'août 2000. Cette constitution a été révisée en 2016. Bien entendu. Eric Bayala, vous n'avez pas encore la parole. En 2016, ça a été reconduit à travers l'article 158, l'article 159. Donc, quand on est dans une république qui respecte les textes en vigueur, qui respectent la Constitution, on fait ce que le droit nous indique de faire et non prendre une cour d'assises pour juger un ancien chef d'État par défaut. C'est une décision qui est inique. C'est une décision qui n'est pas de nature à crédibiliser les institutions de la République, alors que nous travaillons pour qu'on nous respecte au plan international. Bien. Éric Doe, est-ce que cette décision ferme définitivement la voie aux candidats, les deux candidats, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro? Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas un expert de ces questions juridiques. Comme je l'ai déjà dit une première fois, je vais le répéter. Nous sommes très proches de l'échéance électorale. Quand on regarde avec quel empressement la CEI nous mène sur le processus, je ne pense pas qu'elle va retarder les choses. Et j'ai peur, bien peur qu'à force de rester arc-bouté sur des batailles juridiques, qu'on perde l'essence de ce que c'est cette élection. Ce n'est pas, c'est une élection présidentielle, ce n'est pas une élection pour élire le président qui a le plus souffert ou l'ethnie qui a été la plus martyrisée en Côte d'Ivoire. C'est une élection pour élire quelqu'un qui va nous diriger mieux qu'il faut. Donc, il faut vraiment qu'on revienne sur cette question-là, ces questions du bilan passé et les questions des perspectives d'avenir. Bien. Michel Betta, j'ai une autre question aussi. Est-ce que cette décision pourrait davantage affaiblir l'opposition ivoirienne, notamment le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, qui s'est rapproché du PDCI-RDA, et puis pourquoi pas affaiblir Guillaume Soro? Non, moi je ne pense pas, parce qu'ils l'ont dit, ils sont dans un front commun et les questions qu'ils ont posées dans ce front commun-là, les 5 points dans cette question-là, ils figurent, c'est-à-dire l'inscription du président Laurent Gbagbo et de tous ceux qui sont radiés de la liste électorale. Et la situation devient de plus en plus compliquée avec cette décision. Non, loin s'en faut. Pour le PPACI. Non, ils ont privilégié, je crois, la démocratie, la démarche démocratique, c'est-à-dire le dialogue. Donc, ils ont inscrit leurs préoccupations qu'ils ont adressées aux autorités. C'est à elles maintenant d'accepter de s'asseoir pour en discuter et trouver les voies et moyens de régler cette question-là, afin que, moi je le dis souvent, on oublie d'une chose. C'est-à-dire, en 1995, on a connu une élection où les candidats ont été exclus. Ils ont appelé à un boycott actif. En 2000, on a connu une élection où des candidats ont senti leurs droits bafoués. Ils ont appelé à un j'oublie l'expression, mais ils ont appelé à des manifestations pacifiques, mais qui sont la désobéissance. Ils ont appelé à la désobéissance civile qui s'est soldée par près de 100 morts. Si aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir nous lance des incantations pour nous dire que les élections vont se dérouler de façon tranquille et autre, mais imaginez-vous, si ces deux forces politiques-là appellent à des manifestations pendant les élections, vous pensez à quoi allons-nous assister? C'est des choses qu'il faut éviter. Quand on a connu 3000, quand on a connu plus de 100 morts, bon, il faut éviter que nos élections soient des sources de tragédie pour les familles, pour nous-mêmes les Ivoiriens et pour nos enfants. Donc, ensemble, pour vous, il faut trouver des moyens pour la réinscription de ces leaders politiques sur la liste électorale, des élections inclusives. Pour des élections, et puis il faut trouver des moyens politiques. Et je pense que quand j'ai écouté le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, le président de la République, dit que il est le président de tous les Ivoiriens. Je pense que c'est cette pêche-là, il veut se donner le temps d'exercer en décidant de reporter sa décision d'être candidat. Je pense qu'il veut donner la place aux politiques. Et je pense que cette place-là doit s'ouvrir dès maintenant avant qu'on arrive à l'échéance électorale. Bien, Eric Bayala, réaction? Mais je vais dire d'abord dans un premier temps que quand vous regardez la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, jamais
elle n'a fustigé qu'on appelle ça, les conclusions ou bien les décisions de nos tribunaux. Elle n'a pas dit que on appelle ça, la Cour. Laquelle des décisions? Parce qu'il y en a deux. Dans la Cour, je parle de celle adressée au président Laurent Gbagbo spécifiquement. Non, c'est un résumé que nous avons. Non, Eric, sur cette question. Eric Baïla, vous allez répondre à la question. Allez, vous allez continuer, s'il vous plaît, rapidement, en 2 minutes pour terminer. Ok, donc sur cette question, moi je pense que comme nous l'avons dit, nous avons des institutions qui sont en place, des institutions qui sont fortes, dont leurs décisions n'ont jamais été mises en cause par des juridictions paranationales. Ça, c'est déjà clair. Maintenant, pour ce qui est de la vie politique. Et, en fait, il faut que les gens comprennent que dans la vie de tous les jours, quand vous sollicitez quelque chose, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Soit vous l'obtenez, soit vous ne l'obtenez pas. Mais il y a des gens qui pensent dans leur subconscient que quand on pose un problème, la seule voie qu'ils tiennent, c'est qu'il faut absolument qu'ils obtiennent ce qu'ils doivent, ce qu'ils ont demandé. Sinon, ils sont victimes d'ostracisme et ils traitent les autres de tous les noms d'oiseaux. Mais non, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Quand vous posez un problème, il faut que vous-même, vous soyez convaincu que ce que vous avez demandé, soit on vous l'accorde, soit on ne vous l'accorde pas. Mais ici, cela ne relève même pas de la compétence de celui pour lequel vous avez formulé la demande. On dit qu'il y a une décision de justice. Parce que comment vous pouvez vouloir gouverner cette Côte d'Ivoire si vous-même, en tant que candidat, citoyen de cette République, vous n'êtes pas capable d'appliquer les décisions qui sont rendues par cette justice? C'est vrai, la loi est ce qu'elle est, mais elle demeure la loi. Et je voudrais paraphraser le président Laurent Gbagbo qui disait, et les vidéos sont là, ah bon, ce qu'on appelle la VAR, qui a dit effectivement, la loi est difficile, la loi est mauvaise, mais c'est la loi. Et que la loi même a été faite contre le président Alassane Ouattara, il a dit au forum. Mais aujourd'hui, voilà que le président Laurent Gbagbo crie à tue-tête, à lui et à Dia, que bon, il est victime d'ostracisme, il a été expolié. Mais que gagnerait la Côte d'Ivoire à prendre des lois contre certains leaders politiques? Non. Pour les empêcher d'être candidats? La Côte d'Ivoire ne prend pas des lois contre certains leaders politiques. La Côte d'Ivoire juge des faits que certains leaders politiques ont menés et dont les conséquences leur sont rendues par le contenu des lois. C'est différent. Rantim, qu'est-ce qu'on n'a pas suivi aujourd'hui? On a tout suivi aujourd'hui sur l'Union africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On a tout suivi. Des partisans du RHDP qui sont venus nous montrer les décisions, n'est-ce pas, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous disant que celle-ci a condamné le président Laurent Gbagbo. Bon, pas condamné, mais a rejeté, n'est-ce pas, a rejeté sa requête. Et pareil pour le président Soro Guillaume. Et moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que, en réalité, cette cour que les militants du RHDP essayent aujourd'hui de faire valoir des droits a, dans le passé, demandé la réintégration du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et ça ne s'est pas passé. Le RHDP a dit qu'il ne reconnaissait plus cette cour parce que cette cour n'était pas compétente. Et aujourd'hui, c'est le même RHDP qui dit qu'il reconnaît cette cour parce que cette cour est compétente. Mais pour reconnaître cette cour, il faut d'abord respecter sa décision de 2021. De 2020, j'ai envie de dire. Vous devez d'abord respecter sa décision de 2020. Parce que si vous respectez sa décision de 2020, le président Laurent Gbagbo ne peut pas faire le recours qu'il a fait. Il ne peut pas faire ça. Il faut respecter sa décision de 2020 pour qu'il, parce que vous n'avez pas respecté sa décision, qu'il part encore devant cette cour par rapport à la radiation de son nom dans la liste électorale. Et nous savons qu'après ça, Alassane Ouattara a tout fait. Nous savons de quoi il est capable. Les marmailles, appeler, sonner au téléphone, faire ci et ça. Mais où nous parlons, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous ne sommes plus à ce niveau. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que M. Ouattara ne fera pas un 3e mandat. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que la CEI-là ne va pas organiser les élections. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'il y aura une révision de la liste électorale. Je ne sais pas si vous faites exprès de ne pas comprendre, mais soyez posés. Ce que l'opposition dit aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de problème avec votre affaire de tel est sur la liste ou tel n'est pas sur la liste. On sait que vous allez choisir vos adversaires. Vous allez tailler sur mesure les que vous voulez affronter et éliminer les autres. Mais sachez-le, tout de suite et pour toujours, l'opposition actuelle a compris le combat. Le combat, c'est d'empêcher M. Ouattara d'être candidat. C'est lui de voir. S'il veut une bonne élection, alors qu'il fait à ce qu'il y ait une bonne élection. Mais s'il a décidé d'offrir une très mauvaise élection, il aura une mauvaise élection. Et comme résultat, il verra que le peuple ivoirien sera debout. M. Ouattara n'a pas encore compris.
Il n'a pas encore vu. Il ne connaît pas le vrai peuple de Côte d'Ivoire. Quand ce peuple se mobilise pour une cause, il ne peut pas disqualifier les enfants de Côte d'Ivoire. Lui qui n'est même pas originaire de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas disqualifier ceux qui l'ont permis hier d'être candidat. Monsieur Alassane Ouattara se fatigue. Il peut utiliser la CEI qu'il veut, mais ça ne passera pas. Le président Laurent Gbagbo est parti dans toute l'Afrique pour permettre à ce monsieur d'être candidat. Il ira lui aussi dans tout le monde entier pour permettre à monsieur Laurent Gbagbo d'être candidat. Mais une chose est sûre, le candidat du PPAC, c'est le président Laurent Gbagbo. Il sera candidat et il gagnera les élections de 2025. La team, voici cette vidéo que je viens de vous montrer. Dis-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.